Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 montres qui ont été des coups de cœur pour moi et qui sont sorties depuis le début de l'année 2022, sauf que cette fois-ci, contrairement à la première vidéo, elles valent plus de 3000 euros. Alors j'ai déjà publié la première vidéo et je vous remercie des retours qu'il y a sur cette dernière. C'est une vidéo qui marche particulièrement bien, donc vu que le concept vous plaît, ça m'encourage encore plus à vous faire cette deuxième vidéo. Sans plus tarder, je vais directement commencer avec la première montre qui m'a tapé dans l'œil et comme la dernière fois, j'ai essayé de trier dans un ordre croissant des prix. Allez, donc c'est parti avec la première montre. Et c'est donc la Maurice Lacroix Econ Skeleton 39 mm. Pour qu'une montre squelette soit dans mes coups de cœur, c'était vraiment pas gagné puisque jusqu'à cette montre, je pense qu'aucune montre squelettée n'était une montre qui m'attirait. Alors que celle-ci, je la trouve vraiment très réussie. Alors il faut savoir que de base, j'aime beaucoup la Icon parce que tout simplement, c'est une montre sport chic, très bien faite, avec un beau bracelet intégré, un beau travail sur le brosset du boîtier et de la lunette. Et on a aussi un beau travail aussi de pièces polymiroirs qui prennent merveilleusement bien la lumière, notamment sur la lunette, mais également au niveau des chanfreins de la montre, et je trouve que c'est vraiment une très belle montre de base. Ensuite, pour ce qui est du côté squelette, je trouve que c'est réussi parce que c'est joli à regarder. Souvent, certains squelettes, quand je les regarde, alors ça fait assez cheap, bon évidemment, sauf quand on regarde sur des Audemars Piguet et compagnie, là c'est fait tout de suite très classe, mais sur des montres, on va dire, abordables, enfin abordables, vaut quand même plus de 3000 euros, mais en général, je suis assez souvent déçu du côté squeletté des montres. Je trouve que ça fait relativement cheap sur beaucoup de montres. Et là, il faut dire que Maurice Lacroix a travaillé avec Sellita pour réaliser une modification visuelle, en tout cas sur le calibre Sellita SW200-1, pour qu'il soit vraiment beau à regarder. Et puis, la dernière touche que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est aussi le fait qu'ils aient mis en applique le logo sur le verre saphir. Pareil pour la mention automatique Maurice Lacroix, et je trouve que c'est vraiment très bien réalisé, donc j'apprécie énormément cette montre. Alors au niveau des caractéristiques techniques de la montre, on est sur un diamètre de 39 mm, ce qui est vraiment, je trouve, parfait pour une montre bracelet intégré, très polyvalent, 11 mm d'épaisseur, donc c'est également très fin. On a donc le calibre ML115 qui est donc le calibre de cette Maurice Lacroix, mais qui est en fait un SW200 vraiment travaillé pour être un beau squelette, qui a donc 38 heures de réserve de marche, mais c'est un calibre qui est très fiable, précis, etc., qui a fait ses preuves, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et on est sur un verre saphir, et on a également, petite caractéristique intéressante, un changement rapide pour le bracelet. Alors certains pourraient se dire que à 3200 euros c'est cher pour un SW200. Oui, mais enfin là c'est un SW200 qui est quand même fortement retravaillé pour avoir ce très bel effet visuel. Voilà, ça demande effectivement un coût parce que Sellita a travaillé exclusivement pour cette montre. Donc je pense que là, le prix du SW200 de base a carrément explosé. Donc c'est logique que la montre soit vendue quand même 3200 euros, même si c'est un SW200 qui, par ailleurs, marche très bien. Et donc mon deuxième coup de cœur, c'est la Oris Diver 65 Chronos Limited Edition. Alors j'aime beaucoup la Diver 65 de Oris parce que c'est une montre qui rend hommage à la première montre de plongée de Oris en 1965. Donc elle a un design bien évidemment vintage et moi j'apprécie énormément. Et à l'opposé, à l'intérieur de cette montre, on a une mécanique qui est très moderne, mais je vous en parlerai un peu plus lors des caractéristiques techniques. On va d'abord s'attarder donc sur le design de cette montre. Alors on reconnaît directement la forme vintage sur le boîtier, la forme du boîtier. Et ensuite de ça, ce que moi j'aime beaucoup, c'est l'association qu'on a entre la couleur acier donc de la lunette, qui est quand même bien travaillée puisqu'on a le triangle à 12 heures, les marqueurs toutes les 5 minutes qui sont vraiment en relief, donc on a les chiffres toutes les 10 minutes et des barres toutes les 5 minutes, et même on a de creuser toutes les secondes. Donc c'est vraiment, enfin toutes les minutes. Donc c'est vraiment très bien fait. Et je trouve que ça va vraiment très bien avec la couleur du cadran,
qui est donc un bleu dégradé qui est foncé sur les bords et qui va vers un bleu très très clair au centre. Et en plus de ça, il est soleillé, donc je trouve que c'est vraiment sublime. Ça fait très arctique, je trouve, j'aime beaucoup. Et puis on a quelque chose de très efficace au niveau des index, puisqu'on a des cercles remplis de Super Luminova. Voilà, c'est donc très bien fait. Et la Luminova est en plus de ça bleu turquoise, donc c'est très très chouette. Et puis ce qui étonne, je trouve, c'est les mentions qu'il y a sur ce cadran. 10 bars seulement. Et oui, mais à l'époque, ils ont vraiment respecté les caractéristiques techniques de l'époque pour le coup. Donc 100 mètres à l'époque, c'était déjà bien dans les années 60, même s'il y avait Yema avec la Superman à 300 mètres. 100 mètres, ça restait très bien. Et ce qui est marrant juste en dessous, c'est le 5 day, qui veut clairement dire 5 jours de réserve de marche. Et on rentre tout de suite d'ailleurs dans les caractéristiques techniques. Alors cette montre, c'est une édition limitée à 200 exemplaires, donc c'est vraiment une chouette affaire, dans le sens où cette montre, je pense qu'elle ne décotera pas, parce que 200 exemplaires, ça reste quand même un chiffre très, très contenu. Elle fait 38 mm de diamètre, donc ce qui est une taille vraiment qui respecte le côté vintage, puisque dans les années 60, les montres étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui, donc ça c'est très bien qu'ils aient respecté ces 38 mm, même si ça peut paraître un peu petit. Moi, je trouve ça bien. Ensuite, elle fait 12,6 mm d'épaisseur, donc c'est une épaisseur très correcte pour une montre de plongée. On a le calibre automatique Oris 400 qui a donc 120 heures de réserve de marche et qui est extrêmement précis. Alors, il n'est pas COSC puisque la montre le calibre ne subit pas les tests du COSC, mais par contre en interne Oris fait des tests, puisque le COSC c'est payant pour la marque. Oris fait des tests et les règles il me semble à -2+4 si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment un super calibre qui en plus repousse les limites en termes de garantie et d'entretien, donc c'est vraiment top. On a bien évidemment un verre saphir domé, donc là ils ont refait l'effort d'avoir quelque chose en forme de dôme, mais ils ont remplacé certainement le verre minéral de l'époque par un verre saphir, ce qui est quand même logique vu le prix. Elle est étanche à 100 mètres et elle est vendue de base donc avec un bracelet métal, mais également avec un bracelet en cuir. Et en plus de ça, on a même un outil pour changer le bracelet, donc ça c'est vraiment top. On a un joli packaging, je trouve, avec un côté rétro qui est très sympa. Et le prix de cette montre est de 3400 €, donc effectivement c'est pas donné, mais vu le calibre à l'intérieur, ça me paraît assez logique au vu de la concurrence. Voilà. Et puis la montre est quand même très belle et réussie. Et pour le coup, contrairement à d'autres marques qui, quand elles sortent une série limitée, font exploser les prix, là, même si c'est une série limitée, le prix est dans la continuité des autres modèles de la marque. Mon troisième coup de cœur, c'est la Tudor Black Bay Pro. Alors on en entend pas mal parler depuis quelques semaines de cette montre, mais tout simplement parce que les nouveautés de chez Tudor sont toujours très commentées. C'est des montres qui plaisent énormément aux passionnés d'horlogerie parce qu'elles sont de très bonne qualité, très bien faites, assez originales, et puis aussi parce que Tudor est la marque sœur de Rolex et que Rolex est complètement intouchable puisqu'il y a une demande tellement forte que la production, malgré qu'elle augmente, ne compense pas la hausse constante d'acheteurs. Donc voilà, la Tudor Black Bay Pro, moi j'aime énormément cette montre. Alors elle est assez proche finalement en tarif, vous allez le voir, de la Longines Spirit Zulu Time que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, mais elle est quand même un petit peu différente au niveau de la réalisation et de la technique. Alors, c'est très compliqué pour moi de dire laquelle je préfère. Je pense quand même que c'est la Tudor Black Bay et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, quand on regarde le design, on voit qu'elle reprend le boîtier de la Tudor Black Bay 50i, qui est donc un boîtier de taille raisonnable qui est en cohérence avec l'esprit vintage de la montre. On a une très belle alternance entre le polymiroir et le brossé, et je trouve que le brossé chez Tudor est également très bien fait puisqu'il n'est pas simplement soit à la verticale soit à l'horizontale. Là, sur la lunette, il part depuis le centre de la montre, donc c'est très joli. Ça fait presque un petit peu un côté soleillé, et puis sur les cornes, on peut voir qu'il est dans le sens opposé au centre de la montre.
Alors, la lunette, je la trouve très très belle, dans le sens où elle est donc de la couleur du métal, avec le très joli brossé que j'ai décrit précédemment, et puis on a la gravure toutes les 2 heures de l'heure, donc puisque c'est une lunette GMT. Et alors c'est gravé et peint, donc c'est vraiment très très joli et c'est également très lisible. Alors la couronne aussi, j'aime beaucoup. Ils ont enlevé le support de couronne qui avait tendance à un petit peu éloigner la Big Crown sur les Tudor Black Bay 58. Là, elle est peut-être de taille un petit peu plus raisonnable, la couronne, et surtout, ils l'ont rapproché du boîtier. Je trouve que c'est une petite différence avec les Black Bay 58 qui est très sympa. Et puis le cadran, on pourrait le trouver assez basique quand on regarde comme ça, mais il est vraiment assez spectaculaire finalement. Et c'est ça qui me plaît beaucoup par rapport à la Longines Spirit Zulu Time, que j'aime également beaucoup, mais c'est peut-être ce qui fait le petit plus. Je sais qu'il y avait un commentaire dans la dernière vidéo où on parlait de ça, et j'ai enfin, je crois, trouvé ce qui fait que je préfère cette Tudor à la Longines, c'est le cadran. Alors le cadran, il reprend beaucoup d'éléments visuels de la Tudor Black Bay 58, mais il est un petit peu différent. Alors déjà, on a l'aiguille GMT jaune qui est assez originale. On voit que sur toutes les aiguilles, de façon très réussie, ils ont repris le carré Snowflake vraiment caractéristique de chez Tudor. Donc on l'a sur l'aiguille des heures, on l'a sur l'aiguille GMT et également sur la trotteuse. Alors on pourrait croire que ça fait trop, moi je trouve pas. Ça rajoute vraiment l'identité visuelle de la marque. Et ensuite de ça, il y a 2 autres choses que je trouve très très intéressantes sur ce cadran. C'est le fait qu'ils aient peint la partie centrale, l'axe des aiguilles en noir. On dirait que ça aère le centre du cadran. C'est très réussi. Alors je pense que c'est bien fait, mais s'il n'avait pas fait, je pense que la montre n'aurait pas été aussi réussie, puisqu'on aurait vraiment eu l'impression qu'entre toutes les écritures et ça aurait peut-être fait un peu trop. Là, c'est la petite astuce de design qui est vraiment top. Et puis la dernière chose, c'est que en fait, les index sont des plots de céramique, si je ne me trompe pas, luminescents, et en fait, c'est quand même une petite subtilité qui est... enfin voilà, c'est vraiment la qualité se fait dans les détails. Au niveau des caractéristiques, on a donc une montre en 39 mm, donc taille très polyvalente et qui respecte l'esprit vintage. On a le calibre manufacture MT5602 qui est COSC et qui a 70 heures de réserve de marche, donc c'est un calibre très fiable qui est très précis dans le temps, que j'ai sur ma Tudor Black Bay. Ça fonctionne très bien. Alors là, ici, il est évidemment GMT. Donc le GMT fait qu'il est plus épais. C'est le petit défaut, la montre, je trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse, surtout sur une 39, ça fait donc une proportion très épaisse par rapport à la taille finale du boîtier. Le verre est saphir bombé, traité anti-reflet, bien évidemment. On a donc une étanchéité à 200 mètres. Et le dernier détail très intéressant de cette montre que je n'ai pas sur ma Black Bay, c'est qu'on a un bracelet en acier rifté, enfin c'est des faux rivets, mais qui ont l'ajustement rapide T-Fit. Donc comme chez Rolex, on peut l'ajuster rapidement et ça c'est vraiment top. Voilà. Et en plus de ça, donc on peut soit l'avoir en version NATO, alors à 3450 €, ou alors avec le bracelet en acier à 3750 €. Il faut quand même savoir que le bracelet acier de chez Tudor est d'une qualité tout bonnement exceptionnelle. Moi vraiment sur mes montres, le bracelet de la Tudor c'est vraiment le plus qualitatif que j'ai et de très très loin. Mon 4e coup de cœur, c'est la Breitling Top Time Triumph. Alors, j'aime beaucoup cette montre, déjà par son design, mais aussi parce qu'elle a été faite en collaboration avec la marque de moto Triumph. Puisque de leur côté, Triumph ont fait la moto aux couleurs de cette montre avec Breitling marqué à différents endroits. Alors, son design, justement, c'est surtout grâce à ça qu'elle fait partie de mes coups de cœur, parce que étonnamment, j'ai jamais eu d'atome crochu, j'ai vraiment jamais eu une énorme accroche avec la marque Breitling. Je suis vraiment pas un grand passionné de la marque, je dis pas qu'elle m'intéresse pas, mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment m'y attarder sur cette marque. Bon, déjà parce qu'elle n'est pas vraiment à la portée de ma bourse actuellement, mais aussi parce qu'il n'y a aucun modèle qui me fait vraiment l'œil, comme par exemple chez Tudor, la Black Bay,
ou comme chez Omega, la Speedmaster. Chez Breitling, voilà, il n'y a aucun modèle qui m'attire de façon vraiment démesurée. Donc, bon, celle-ci, elle m'a vraiment tapé dans l'œil parce que je trouve la forme du boîtier, le polymiroir sur le boîtier très réussi. Hein. On a quelque chose d'assez vintage, je trouve, dans le look de ce boîtier. Et puis, je trouve que la couleur qu'on a du cadran et la forme et le positionnement des sous-compteurs et la couleur également est réussie. Voilà, j'aime beaucoup l'ensemble de cette montre, les boutons poussoirs, la couronne qui est fine mais assez grande. Voilà, c'est une globalité qui fait que j'ai eu un flash sur cette montre. J'aime beaucoup voilà, la texture verticale de ce cadran qui est séparé en quatre zones, donc avec 2 diagonales, avec un bleu un peu plus foncé sur le haut et le bas, un peu plus clair sur les côtés dans lesquels il y a les sous-compteurs noirs, avec les 30 minutes à droite et les 60 secondes à gauche. Voilà, et on a aussi le logo de la marque Triomphe à 6 heures. Donc c'est un cadran assez simple, je trouve, pour un chronographe, bien lisible, très joli. J'aime beaucoup, voilà, avec l'échelle tachymétrique autour dans le cadran, bah, c'est très joli, puisqu'en plus ils ont fait vraiment en sorte qu'il n'y ait pas une lunette trop épaisse. Donc voilà, c'est vraiment une très belle montre. Mais c'est vrai que j'ai pas une accroche historique avec le modèle. Et je ne connais pas spécialement l'histoire de ce modèle et de la marque. Enfin, de la marque ça va, mais du modèle je ne connais pas spécialement l'histoire. Donc voilà, c'est surtout sur le design que j'ai craqué sur celle-ci. Au niveau des caractéristiques de la montre, on est sur une montre 41 mm, donc elle est quand même assez volumineuse. Bon, les cornes sont assez fines, donc c'est pas si grave que ça. Elle fait quand même 14,2 mm d'épaisseur, mais franchement pour un chronographe c'est assez fin. Et le calibre, donc c'est un Breitling 23 COSC, toutes les montres Breitling sont COSC, qui est sur une base de ETA 7753, le bien connu, qui a 48 heures de réserve de marche. Le verre saphir est bombé et traité anti-reflet double face, et donc elle a la fonction chronographe. Cette montre est vendue à 5 290 €, donc là on est quand même sur un gros budget. Comparé aux précédentes qui étaient autour des entre 3 et 4 000 €. Mon cinquième et dernier coup de cœur, c'est la Omega Speedmaster 57, calibre 9906, coaxial master chronomètre. C'était pas facile à dire. Alors moi de base, j'aime énormément la Speedmaster, ça fait vraiment partie de mes montres préférées, si ce n'est ma montre préférée. Mais j'aime également aussi les montres réédition ou même celle d'origine qui a été sortie en 1957, la trilogie, donc la Railmaster, la Speedmaster et la Seamaster de 1957 qui sont toutes les trois absolument magnifiques, et donc c'est également le cas pour leur réédition, réinterprétation. Alors justement à l'occasion des 65 ans de cette Speedmaster 57, Omega a sorti un nouveau modèle qui a donc 1 mm de moins, qui fait donc 40,5 mm, ce qui est très bien, c'est une taille très polyvalente, mais même la Speedmaster Moonwatch professionnelle en 42 passe très bien sur beaucoup de poignées. Alors cette montre, je l'aime beaucoup. Alors pour le boîtier déjà en polymiroir qui est très sympa, et surtout pour l'association lunettes en métal brossé et le cadran. Je trouve que cette lunette métal brossé est très très belle. D'ailleurs, je trouve que ça revient vachement à la mode, ce genre de lunettes, puisque sur mes coups de cœur à plus de 3 000 €, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Peut-être que j'aime énormément ces lunettes, quoique je sais pas, parce que pour le coup, la Daytona qui a cette lunette couleur métal, c'est vraiment pas ma préférée. Mais là, je la trouve très jolie, assez fine, comme souvent à l'époque, on avait des lunettes comme ça assez fines. Donc on a un tachymètre base 1000 et donc l'intérieur de ce cadran, je le trouve absolument magnifique. Donc avec ce noir un petit peu granuleux qui est vraiment très très beau pour le fond de cadran. On a même donc 2 sous-compteurs qui sont très bien intégrés, mais un petit peu sur un niveau plus profond que le reste du cadran. Et on a une très belle fausse patine sur les index qui lui va très très bien, et on a également de très très belles aiguilles. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Alors c'est vrai que j'ai pas un budget illimité, donc si je dois choisir entre celui-ci et la Moonwatch professionnelle, je prendrai la Moonwatch professionnelle.
Mais pour quelqu'un qui a un très beau budget et qui peut se permettre les deux, celle-ci, elle peut clairement faire partie d'une collection de prestige puisqu'elle est aussi très jolie et très réussie. Et puis comme elle s'appuie sur une base assez ancienne et également très appréciée, ça peut être qu'un succès d'après moi. Alors au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une montre avec 40,5 mm de diamètre, une épaisseur de seulement 12,9 mm pour un chronographe. Alors c'est logique puisque c'est un remontage manuel, puisqu'on a le calibre 9906 Master Chronometer Certified coaxial, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment l'une des normes de chronométrie et au-delà de ça de robustesse au champ magnétique les plus élevées qui soient, donc 60 heures de réserve de marche. On a un verre saphir bombé traité anti-reflet double face, donc le top du top. Et elle a également une boucle avec un réglage rapide. Alors elle vaut quand même 9100 €, ce qui n'est vraiment, je me mets à l'aise, 9100 €, ce qui est vraiment pas donné sur bracelet métal, ou 8700 € sur bracelet cuir, donc c'est plus cher que la Moonwatch professionnelle. Bref, voilà pour cette sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez des montres que je vous ai présentées dans cette vidéo, mais peut-être aussi même dans sa globalité, celle que je vous avais présentée dans la dernière vidéo, donc n'hésitez surtout pas à voir la précédente vidéo qui est sur des montres quand même plus abordables. Là on est quand même dans le rêve et sur des montres extrêmement chères que pas tout le monde peut se payer. Alors ça va, on est en France, les gens qui veulent faire des économies peuvent se les payer, mais ce sont des montres quand même, il faut se le dire, qui sont extrêmement chères. Donc là on est vraiment dans le rêve et dans le luxe. Alors, je sais que certains ne considèrent pas Omega ou même Rolex comme du luxe. Moi, bon, après la définition du luxe, elle est très très personnelle et très vaste, mais moi je trouve que c'est quand même très très beaux objets qui font appel au rêve et dont le prix n'est justifié justement que par cet imaginaire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette vidéo et puis à commenter. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine puisque je pense qu'il y aura encore une vidéo la semaine prochaine. Et portez bien vos montres, portez-vous bien et ciao tout le monde.